J'inviterai maintenant les représentants de la société civile, c'est-à-dire Solange, Catherine et Béate. C'est le dernier panel avant la pause. Cette société civile qui a tant travaillé pour la Convention, pourquoi et quelles sont les pistes pour l'avenir? Donc, on va faire ça à la table qui est ici devant. On va essayer de faire ça en mode conversation, alléger un petit peu la formule et s'en tenir au temps pour nous donner une pause à tous. On va peut-être raccourcir ce panel pour qu'à 15 heures, on puisse se mettre en pause. Bonjour Colette, je vois Colette qui vient d'arriver. Bonjour. J'en profite aussi pour souligner un excellent rapport que M. Bernier n'a pas mentionné, mais qui a été présenté à l'UNESCO et très bien reçu. C'est le rapport que Jordi Balta, qui est avec nous, a travaillé comme expert indépendant sur l'effet normatif de la Convention. Comment est-ce qu'on voit aujourd'hui des actions en termes de politique, en termes commercial, en termes aussi de coopération internationale, qui commencent à percoler, qui descendent au Brésil, en Inde, au Canada, etc. Il y a bien sûr des choses qui remontent, qu'on peut rattacher à la Convention, mais là, il s'agit d'effets qui sont descendants et qui sont normatifs. Donc, c'est un très bon rapport que je vous invite à lire. Je rejoins le panel, mais déjà, vous pouvez commencer. Société civile très impliquée, société civile aujourd'hui, et société civile demain. Qui veut commencer? Peut-être Solange, tu as l'air prête. Vas-y. J'aurais été plutôt polie et laissé la place à des amis. Bon. D'accord. Les questions, en tout cas, les questions qui nous avaient été envoyées, nous challengeaient. Nous mettait au défi, justement, d'expliquer pourquoi encore aujourd'hui, c'est un sujet qu'on trouve assez important, qu'on y met toutes des énergies, en plus de nos vies respectives, dans nos milieux respectifs. Pourquoi on trouve ça encore important de s'impliquer dans cette grande aventure qui a commencé, mais qui est loin d'être terminée et qui doit surtout se poursuivre. Moi, de mon côté, avant de laisser la parole, évidemment, à Catherine ou à Béate, Catherine, qui est l'autre coprésidente de la Coalition pour la diversité culturelle, moi étant l'autre coprésidente, et Béate étant membre de la coalition suisse, évidemment. Président, pardon. Et aussi membre du conseil d'administration de la Fédération des coalitions pour la diversité culturelle sur lesquelles je siège aussi, avec Béate et évidemment d'autres personnes. Donc, pourquoi encore s'impliquer aujourd'hui? Pour vous expliquer pourquoi encore aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi hier. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai racontée souvent et que mon prédécesseur à la disque avait raconté souvent aussi, Robert Pilon. Mais je pense qu'elle va vous faire comprendre de façon très pratique pourquoi c'est important, surtout à l'heure du numérique, qu'on continue à se préoccuper de ces questions-là. Dans le secteur de la musique, que moi je représente à la disque là, depuis 23 ans lundi, genre un gros party, là. Pas vraiment. On va attendre mes 25 ans, je suis sûre. Donc, dans ce secteur-là, il faut voir que c'est pas un secteur... c'est un secteur qui, il y a 30-35 ans, n'existait... Le secteur national n'existait à peu près pas. Le secteur de la musique au Québec était... complètement était complètement pris par les multinationales, les artistes de la chanson que vous connaissez, les Gilles Vigneault, les Harmonium et autres grands de la chanson à l'époque, donc des années 60-70, étaient sous étiquette des multinationales. Il y en avait 5 à l'époque, il y en a 3 aujourd'hui, multinationales du disque que vous connaissez, les Sony, Warner, Universal, là, c'est des noms que vous connaissez. À la fin des années 80, fin des années 70, il y a eu évidemment une récession que tout le monde connaît, qu'en tout cas plusieurs d'entre vous ont vécu, à voir certains d'entre vous ne l'ont pas vécu encore, mais vous en vivez une autre. C'est les multinationales qui occupaient le territoire, finalement le territoire culturel québécois en musique, se sont retirées du marché
et se sont fait dire par leur maison mère, soit à Los Angeles ou à New York, plutôt de se retirer de ce marché national qui était risqué et qui visait un marché très petit pour se concentrer sur la distribution des artistes internationaux de l'époque. À l'époque, vous vous rappelez peut-être Michael Jackson et autres grandes vedettes. Ce qui fait que dans le secteur, qu'est-ce que ça a fait dans notre secteur culturel ici, notre territoire culturel, ça a créé un grand vide qui fait que les artistes de l'époque, qui avaient autant de talent hier qu'ils en ont aujourd'hui, ne trouvaient pas justement de porte où cogner pour aller, pour que quelqu'un participe à la production de leur album, et soutienne leur carrière. Et donc, il y a eu un creux important dans la production de disques d'artistes québécois au début des années 80. Et timidement, des hommes, il y en avait beaucoup à l'époque, et c'est encore le cas dans le secteur que je représente, ont commencé timidement à produire des albums d'artistes locaux. Le premier, ici, étant l'album de Paul Piché, produit par Audiogramme. Vous en avez entendu parler peut-être l'an passé. Audiogramme qui célébrait justement son 30e anniversaire et qui rappelait justement que son premier artiste, ça avait été Paul Piché, qui avait produit le disque de Paul Piché. Et tout ça, évidemment, on a, grâce à des politiques culturelles qui ont soutenu les entreprises et qui se sont mises en place au fil des ans, ce secteur-là national, le secteur de la musique ici au Québec, a réussi à fleurir tellement que 30 ans plus tard, encore aujourd'hui, on a un secteur de la musique qui a fait vivre des générations d'artistes, qui a créé des œuvres, des chansons que vous fredonnez dans votre tête encore aujourd'hui, hier et aujourd'hui. C'est un secteur qui a occupé son territoire culturel. Ça ne s'est pas fait tout seul. Comme je le disais hier à la Ville de Montréal, je ne veux pas répéter mon discours d'hier, parce qu'il y en a plusieurs qui étaient là. Comme je vous disais hier, les artistes avaient autant de talent qu'il y en avait hier et aujourd'hui, et le fait que ça se soit développé, c'est justement le fait que ces artistes-là ont eu droit, et ces entreprises-là, à un contexte favorable du financement qui a augmenté considérablement au fil des ans, et la réglementation, comme je le disais hier, dans les médias, à la télé, à la radio. Et c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, évidemment, on ait pu et qu'on célèbre encore la chanson québécoise. Avec l'ère du numérique, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, depuis 2005, l'ère du numérique est vraiment, le secteur de la musique est le secteur le premier frappé par les effets du numérique, le premier et le plus durement touché. Depuis 2005, à peu près, on vit évidemment des grands chambardements dans notre secteur, si bien qu'aujourd'hui, les ventes d'albums physiques, on a perdu 55 % de part de marché entre 2005 et aujourd'hui. On vendait 13 millions d'albums physiques en 2005, on en vend 6. On vend évidemment des albums numériques et des pistes numériques, bien sûr, mais c'est rien pour compenser les pertes qu'on subit année après année et qui se cumulent. Et le gros défi aussi qu'il y a, qui s'ajoute avec l'ère numérique, c'est le fait que dans la vente d'albums physiques au Québec, c'est la part des artistes québécois, encore aujourd'hui, même si la tarte est plus petite, la part d'artistes québécois est à peu près aux alentours de 45. Je regarde évidemment Dominique Jutras de l'Observatoire qui est ici et qui fait ces chiffres-là et qui les publie de façon religieuse depuis une dizaine d'années. Donc, la part des artistes québécois dans les albums physiques est encore très importante, aux alentours que je vous dis, entre 40 et 50 %. Dans l'univers des albums numériques, cette part-là descend des artistes québécois sur le total des ventes d'albums numériques au Québec aux alentours de 30 %. Ce n'est pas les chiffres exacts, je le sais, mais aux alentours, c'est pas pire. Et quand on parle des pistes numériques, la part des artistes québécois est aux alentours de 8 %. Alors, pour nous, c'est un déficit, la part des albums, c'est-à-dire si la part des ventes numériques
continue à prendre de l'ampleur de plus en plus. Vous voyez que la part des artistes locaux dans cette tarte-là diminue de façon considérable. Solange, oui. Si je peux te demander de nous amener vers la... J'y arrive. D'accord, parce que je voudrais aussi pouvoir passer la parole. Il y avait ça, c'était mon introduction. Inquiète-toi pas, je ne suis pas hors sujet. Je ne serai pas dans le champ. J'ai vu ça sur une pancarte, plus à droite, mais pas dans le champ. J'ai vu ça là-bas. J'y arrive. Il y a un lien. Donc, mais là, tu m'as... Oui, c'est ça. Mais bon, ceci étant dit, si, justement, si tout ça, c'était le développement du numérique était la promesse de la grande diversité, parce qu'on se dit, justement, comme le disait Madame Saint-Pierre, que le numérique est porteur de beaucoup de promesses, je vous avoue que peut-être que dans un univers numérique où ça se réalisait, tout ça, où on était tous égaux à la ligne de départ, puis que dans le monde numérique, tout le monde avait la même chance, peut-être qu'on n'aurait même plus besoin de la Convention, parce que la vraie diversité, elle se réaliserait grâce à le numérique. Mais quand on regarde le numérique, à l'heure actuelle, si on regarde le streaming qui prend de plus en plus de place, les artistes qui prennent le plus de place dans le numérique, à l'heure actuelle, bien, c'est les artistes internationaux. Céline Dion pour les artistes locaux internationaux. Si on regarde les 10 premières positions dans le streaming, elle en occupe 8 sur 10. Et si on le regarde au niveau plus international, c'est les Beyoncé, c'est les Madonna, c'est les Rihanna. Et cette promesse-là du numérique comme étant celle de la belle grande diversité, je m'excuse. Pour l'instant, c'est pas ça qu'on observe dans notre secteur. Et si on n'observe pas ça dans notre secteur, ça me surprendrait qu'on observe ça avec Netflix et avec les autres systèmes qui, pour l'instant, le numérique, dans mon livre à moi, c'est juste un plus gros rouleau compresseur. D'où l'importance de maintenir tous les principes directeurs de la Convention sur la diversité culturelle à l'ère numérique et qu'on se pose même la question à savoir si oui ou non les principes de la diversité, de la Convention sur la diversité culturelle devraient s'appliquer au numérique. C'était important dans le domaine physique, c'est encore plus important maintenant parce que le numérique, oui, il serait porteur de grandes promesses, mais malheureusement, je pense que pour l'instant, c'est très candide de penser que c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, pourquoi hier, c'était important, c'était pour occuper notre territoire culturel, pourquoi les principes de la diversité culturelle sont importants, et encore plus demain, et on sait que les pressions sont immenses, donc justement pour qu'on libéralise un peu plus ce secteur-là et que les chantres du numérique nous disent que maintenant, il suffit d'être là puis que notre public, on va le trouver. On le sait que c'est pas ça, en tout cas dans le domaine de la musique, et ça me surprendrait que ce soit le cas dans les autres secteurs. Donc oui, demain, encore plus. Voilà. Cri du cœur de ça. Hein? Mm-hmm. Robert, tu vas applaudir? Merci, Robert. I will turn now to Catherine Mitchell, if you don't mind. I'll ask you last to intervene. And I will introduce Catherine in English because I'm sure she'll be more comfortable to address the group in English. You're vice chair of the coalition. You have been for a number of years. And when I joined 5 years ago, you were already an active member of the coalition representing the Canadian Association of Publishers, Association of Canadian Publishers, I should be precise. So how do you feel about what you've experienced with the coalition, and how do you see the future of the movement? Well, first, I'd just like to say that I'm delighted to be here. I actually studied French at Laval so many years ago, so it's great, and it's wonderful. And I appreciate very much the invitation and the organization that the Faculty of Law, along with the Secretariat, has managed to achieve. So bravo to everyone involved. Solange does all the heavy lifting, and in addition to as a co-chair, she's fabulous. I try with my band, and I see Bill and a few others from Toronto here, and a couple, I think, of the culture sector from Ottawa. I'm sorry there aren't more of us. It's not from lack of interest. I suspect that the culture types have smaller budgets, perhaps, I don't know.
but I'm here representing, as Charles said, the ACP, the Association of Canadian Publishers, which is the equivalent for those who know of the of ANEL, French language publishers. So in the Toronto, it's based out of Toronto, but pan-Canadian, and represents publishers who are not multinationals. In other words, not, I guess, the Hachette's and the Random House, HarperCollins, etc. With respect to the coalition, I've been delighted, and I actually, I keep, every once in a while when the work gets too much, I recognize that I'm the volunteer on this committee. My expenses are paid, but I love the work that Charles and the Secretariat, building on the work of the famous Robert Pilon, Jim McKee, who followed, and a great group of representatives from a variety of cultural organizations representing workers in culture across the country. So for me, it's really a treat, and I come to this with great reverence and interest. With respect to the comments that Solange has made about the world of electronic music and so on, I was just sort of taken back to I guess what we call our Napster days, for those who might remember those. And it was always the music industry, for those in books, book publishing, it was always like, whoa, what's going on in music? We don't want that to happen to book publishing. So there was great resistance. And I had started out in book publishing in Montreal with Livre Tundra Books. And so we sort of kept pushing off. There'd be this odd request. And my role has always been in the rights side, so licensing books, children's, and Tundra, of course, is children's books, I should specify. And I know that May Cutler at the time, she kept saying, no, don't get into, we don't want to get into e-books yet, none of that electronic stuff. So we stalled off as long as we could at Tundra specifically. And then I ended up moving to Toronto in '96 when Tundra was bought by McClelland and Stewart. Many of you will know this as a house that had, lots of fabulous literary authors. So I went down to Toronto. I wasn't sure how long I would stay. I didn't sell my place in Montreal for a while, but I decided eventually that there were lots of interesting things going on in Toronto, and eventually, of course, e-books made their way into, of course, because Tundra was connected to M&S, e-books made their lots of noise. In the children's sector, and I do follow and read lots of adult books, what's been interesting is that the e-books in novels, certainly, there are young people reading novels on e-readers of various types, whether it's on their phone, whether it's on an iPad, any other kind of device. The other part is that I think, this is my sense, is that a lot of those boomers who have been downsizing and were keen to get onto the technology were the biggest push behind a lot of the initial flurry of sales in e-books. Because they're still readers. If you're a reader, you're a reader. And it may be that you still prefer the book, the actual physical book. And actually what's interesting is, I think happily so, e-sales, I say that only as a promoter of the actual print book, but because authors and publishers, when I say authors, I'm including illustrators, are very keen on a variety of other sales. So publishers now look at e-books as one did with, you either had books that were hardcover, in other words, printed hardcover books, or softcover, paperbacks. And so now e-books are really viewed as another revenue stream. So for the standpoint of piracy, that's a whole different, that's a different story. And I know that copyright, therefore, is much more vulnerable on e-books. I think probably it's been some of the bigger authors, those that have much more to lose. I'm interested to hear about streaming Celine Dion and so on, and some of the bigger singers, of course, that would be on the music side would find their material losing sales all the time. And the copyright quotas that my colleagues in culture have to deal with astound me. So certainly it's easier to sell pirated ebooks than print, and of course just my thing always is making sure that the creators are getting their just desserts out of their share of the copyright pie. So I think that
It's not really a substantial problem. Ebooks as a cutting into revenue streams, and there are some very good ebook distributors. And so I think virtually all publishers, I would be speaking, I think, for my colleagues at NL. Are there any colleagues from NL here, book publishers, French language publishers? Okay, so anyway, I'm not speaking for them, but I think in general the kinds of stories that they're having, it's more the fact that we're losing bookstores. In Toronto, it's very hard to find a bookstore anymore, and of course, real estate is becoming that much more expensive. So, those of you that continue to read print books, you know, you're golden. So, anyway, that's all I think I'd say at this moment. Sure, but how do you feel? Or you're still committed and you're still active in the coalition. How do you see that in a few seconds? Oh, in the coalition. Sorry. I was getting sidetracked. Civil society. The whole ambition of the convention going forward. Absolutely. I do try and be a big supporter to Charles and the team. I think that representing the ACP, we're very much committed to the coalition, and I think it's a bit, well, I guess that's why I sort of make the connection to children's books, because you're always sort of in the background. It's always the adult books that gain all the review pages and so on. So we're used to being slightly off people's radar, and therefore something like this conference is very good because it brings the coalition to a few more people's attention, we'd like to think. But obviously the seminars that Charles and his team have organized in all of these various universities across the country, and they are expanding, and I think interest is, we're finally getting some excellent traction. And I would also just put a shout out to the fact that it's really the fantastic financial support that's coming from Quebec. So consequently, one of the things that I've been trying to do in Toronto as representative outside Quebec, if I could put it that way, is to muster, and I see Bill Skolnick here in the audience, is there is a group of us that are saying, come on, we've got to make sure that we're pulling our own. And I'm very delighted that, just as a final comment, that Kevin Finnerty, who is the ADM